responsable du complexe aquatique. Donc, je serai accompagnée pour cet échange de Dylan et Adeline, qui ont monté une junior association qui s'appelle Natural Animals. Donc, je vais les laisser se présenter rapidement. Et puis ensuite, on a recueilli certaines de vos questions, donc, qui seront posées à Cyril et Bérénice. Et puis, il y a deux micros en salle. Voilà, il vous suffit de lever la main et puis vous pourrez poser votre question. Voilà, donc Dylan. Bonjour, donc moi c'est Dylan Juste, je suis le président de la Junior Association Natural Animals, mais aussi le fondateur. Et je suis aussi le webmaster et la personne chargée de faire les demandes pour les articles de presse de l'association. Moi, je suis Anneline, donc la secrétaire, la trésorière et la responsable de la communication. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes une petite équipe d'amateurs pour poser ces questions aujourd'hui, donc on compte sur votre compréhension. Donc je vais vous demander d'accueillir Cyril et Bérénice dans le cadre du 8e festival du livre jeunesse, dont le thème est Grandeur Nature. Donc bienvenue à eux. Donc je propose que vous vous présentiez chacun, même si je crois qu'ici beaucoup de personnes vous connaissent. Très bien, bonjour à tous. Alors, je me présente, je m'appelle Cyril Puc, je suis vétérinaire et responsable animalier du zoo de la Flèche. Bonjour à tous, je m'appelle Bérénice et je suis donc la responsable du complexe aquatique au zoo de la Flèche. Alors avant de commencer, parce que Cyril avait confirmé sa présence, puis finalement annulé pour une translocation de bonobo au Congo, je propose que vous nous expliquiez ce qu'est une translocation de bonobo. Très bien, alors en fait, le zoo de la Flèche est partenaire depuis à peu près 2 ans maintenant d'une association qui s'appelle Lola Bonobo, qui donc œuvre à la conservation du bonobo. Pour ceux qui ne le savent pas, le bonobo est un proche cousin du chimpanzé, il fait partie des 4 grands primates qui sont présents sur cette terre, avec le chimpanzé, donc le gorille et l'orang-outan. Et donc, cette association recueille les bébés bonobos, les élèves, jusqu'à l'âge auquel ils sont capables de regagner le milieu naturel. Et donc, ils sont recueillis dans un sanctuaire qui s'appelle Lola Bonobo, justement, à Kinshasa, dans le sud du pays. Et la translocation consiste à prendre les animaux qui sont donc au sein du sanctuaire et de les emmener en pleine forêt tropicale, donc à peu près 2 heures de vol de Kinshasa, dans un site qui s'appelle Ekolo, sur les bords du fleuve Congo. Et ce site est d'abord en fait aménagé pour les accueillir temporairement, pour les acclimater à la forêt. Et un jour, donc, on ouvre les portes. Donc la translocation consiste à choisir les meilleurs candidats pour cette réintroduction et à les amener jusqu'à Lola, jusqu'au site de relâche. Donc cette mission est reportée? Voilà, alors cette mission devait avoir lieu donc, cette semaine, et donc, moi je devais rentrer lundi, et en fait elle a été annulée en raison de problèmes d'instabilité politique en RDC, et en fait nous n'avions pas toutes les garanties politiques et administratives pour que cette translocation se déroule correctement de son début jusqu'à la fin. Donc on n'a pas voulu prendre de risques, surtout pour les animaux, donc on a préféré différer cette translocation jusqu'à ce que, effectivement, on ait toutes les garanties pour pouvoir le faire sereinement. Alors je vais laisser Dylan poser des questions sur votre métier du quotidien. Vous faites ce métier depuis combien de temps? D'accord. Alors, donc, mon métier, je l'exerce depuis que je suis sorti de l'école vétérinaire, en fait, puisque à partir du moment où on sort de l'école, on est donc capable d'exercer le métier de vétérinaire. Et moi, je suis sorti donc en 1996 de l'école vétérinaire de Maison-Rochefort. J'exerce ce métier donc, depuis cette période-là. Pour anticiper certaines questions, j'ai d'abord commencé par ce qu'on appelle des petits remplacements, surtout en mixte. Donc j'ai travaillé beaucoup dans les Alpes, en fait, où je remplaçais des vétérinaires qui partaient en vacances. Et je les remplaçais, donc eux, ils travaillaient dans une
clinique vétérinaire qui s'occupait beaucoup de chiens, de chats et puis d'élevage en montagne. J'ai fait ça pendant un petit moment. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant environ 2 ans et demi, spécifiquement sur les mammifères marins, dans un centre de recherche sur les mammifères marins basé à La Rochelle. Et puis ensuite, j'ai quitté ce centre pour diverses raisons. J'ai ensuite intégré l'équipe du Zoo de la Flèche en avril 2000. Donc comment avez-vous intégré l'équipe de Zoo de la Flèche? Eh bien en fait, lorsque j'ai souhaité diversifier mon activité et l'élargir à tout le règne animal, c'est-à-dire me sortir de la spécialité des mammifères marins pour vraiment élargir mon domaine d'activité, j'ai commencé à me renseigner et donc à postuler à différents endroits. Et parmi ces différents endroits, donc il y a 3 parcs qui avaient répondu favorablement en fait, et qui étaient intéressés par ma candidature. Et sur ces 3 parcs, j'ai souhaité en fait travailler au Zoo de la Flèche. Donc c'est avant tout l'histoire d'une rencontre donc avec le directeur, avec lequel je partageais donc à l'époque de l'entretien d'embauche une passion commune pour la mer et pour les animaux marins. Et puis ensuite, j'ai signé pour un projet. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en avril 2000, le zoo n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, il faut bien l'imaginer. Mais en revanche, j'avais perçu, notamment à travers les nouvelles installations, et surtout celle des ours polaires qui venaient d'être réalisées, vers quoi on allait. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie de participer à cette aventure zoologique et humaine. Et voilà, j'y suis toujours. Et vous, Bérénice, est-ce que vous pouvez nous donner une photo de votre parcours? Alors moi, ça va faire une dizaine d'années que je suis soigneur animalier. Et ça fait bientôt 9 ans que je suis une soigneur au Zoo de la Flèche. J'ai fait plusieurs années d'études. Au cours de ma formation universitaire, du coup, j'ai fait des stages. Et j'ai commencé du coup à travailler avec des phoques et avec des otaries de Patagonie, donc des otaries qui sont plus grosses que celles qu'on a par exemple au Zoo de la Flèche. Et ensuite, je suis arrivée en saisonnière au Zoo de la Flèche. Alors c'est une question qu'on avait d'ailleurs du public, en fait, savoir si vous gardiez, c'est parce que vous recevez beaucoup de stagiaires au zoo, si vous gardiez contact avec tous les stagiaires. Alors, tous les stagiaires, non, pour le coup. C'est vrai qu'on a beaucoup de stagiaires au parc. Il y en a certains qui restent un peu plus que d'autres, donc c'est plus facile déjà de se lier. Et il y en a vraiment certains avec lesquels on s'est vraiment liés, et pour le coup, on garde contact. Et on a encore des nouvelles d'ailleurs de certains qui sont partis depuis plus de 5 ans. On garde ce contact-là. Une question qui nous a été posée par Charlotte. Quelle formation faire pour devenir soigneur animalier? Bérénice. Alors, pour le coup, on a tous des cursus très différents au parc. On est tous soigneurs animaliers, mais on a tous des parcours un peu différents. Le point commun qu'on a tous ensemble, c'est les stages. Les stages permettent à la fois de rentrer en entreprise directement quand on a un bon CV de stage et qu'on se fait remarquer en entreprise, et à la fois pour postuler aux formations de soigneurs animaliers, qui sont des formations adultes, il faut déjà avoir un CV avec un petit peu de stage, puisqu'il y a beaucoup de demandes pour peu de reçus. Donc ils vont privilégier les gens qui connaissent déjà un petit peu l'envers du décor et qui se rendent compte vraiment de ce qu'est le métier. Quand on regarde des extraits de votre émission, on s'aperçoit qu'il y a une dimension psychologique, enfin en tout cas de relationnel avec l'animal qui est primordiale. C'est quelque chose que vous apprenez en travaillant ou ça fait partie aussi des choses qui font partie de votre formation? Pour le coup, comme on ne passe pas tous par les formations, c'est encore une fois surtout le terrain qui nous permet d'appréhender. Après, c'est une philosophie. Quand on rencontre les gens avec lesquels on va travailler, c'est eux qui nous enseignent aussi leur façon de travailler. Alors on adhère ou on n'adhère pas, quand on est stagiaire, c'est facile de partir. Et puis ensuite, vraiment, on apprend au contact de ses collègues, des anciens, qui nous transmettent un petit peu leur façon de faire. Et puis on s'affirme un petit peu, on apprend à se connaître aussi, à savoir comment on veut travailler avec nos animaux. Et pour le coup, la relation animale, c'est la première des choses que l'on travaille, puisque effectivement, savoir reconnaître ces animaux, les connaître suffisamment et les observer, c'est ce qui nous permet de s'assurer un bon passage d'informations, ne serait-ce qu'avec Cyril, sur les soins vétérinaires et sur les attitudes d'un animal qui potentiellement peut être en souffrance. On s'en rend bien compte grâce à la relation. Combien de soigneurs êtes-vous sur le zoo? L'équipe en haute saison, on va être environ 25 personnes, uniquement sur le secteur animalier. Est-ce que les missions du coup, de
France 4 a généré un accroissement du nombre de visiteurs? Alors oui, effectivement, donc, bah, ça c'est l'effet télé, hein. Donc forcément quand on a une exposition médiatique, il y a souvent des... Alors il pleut des post-it. C'est pas en plus. des confettis. Des confettis, donc oui, ça génère forcément, donc c'est une exposition médiatique et donc une certaine notoriété. Et ça, effectivement, ça attire des personnes qui voilà, viennent nous rendre visite. Donc effectivement, ça a généré un surcroît d'activité au niveau du parc, puisqu'on a quasiment doublé la fréquentation en l'espace de 3 ans. Donc quand on génère une activité aussi importante, eh bien, il faut aussi dimensionner nos équipes. Et donc ça a aussi été, cet événement a aussi été créateur d'emplois, puisque on a donc augmenté nos effectifs dans plusieurs secteurs du parc, notamment le secteur animal. Est-ce que le fait justement de générer plus de visiteurs et d'avoir une notoriété et puis surtout une médiatisation importante, ça vous permet aussi, enfin vous en servez pour donner des messages un petit peu différents, pour faire passer des messages aux téléspectateurs? Alors oui, d'abord, ça fait partie du cœur de notre métier, quel que soit le nombre de visiteurs qui soient sur le parc, que ce soit 3 personnes ou 9000. Donc en gros, c'est le spectre qu'on peut avoir de fréquentation sur le parc. Mais bien sûr, ça fait partie du cœur de notre métier, puisque notre métier s'articule autour de 4 valeurs, qui sont donc l'émerveillement, la pédagogie, la conservation et la recherche. Ces 4 notions fondamentales qui, en fait, sont le cœur de notre activité. Et donc, quel que soit le nombre de personnes, quelles que soient ces personnes qui sont présentes sur le parc, nous avons une mission pédagogique et éducative. Et donc, effectivement, nous essayons de faire passer certains messages, certaines valeurs, en tout cas d'alerter les consciences. Quand on est en plus exposé médiatiquement, c'est une opportunité extraordinaire de toucher plus de monde et donc de profiter justement de cette exposition pour diffuser au plus grand nombre ces messages qui pour nous sont essentiels. Donc Cyril, quelles sont vos missions principales dans le zoo de la Flèche? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, j'avais des missions qui étaient un petit peu plus, qui étaient différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, puisque nous avons recruté du monde et que nous avons distribué les différentes fonctions sur différents postes. Donc aujourd'hui, moi j'ai un poste on va dire de responsable animalier, c'est-à-dire qu'en gros de chapeauter le service animalier dans sa totalité. Je suis épaulé par plusieurs personnes sur le terrain qui vont m'aider. Mais principalement, mes fonctions, c'est donc évidemment pour partie d'être le vétérinaire, le garant de la bonne santé des animaux du parc, l'alimentation, la conception des bâtiments, aussi ce qu'on appelle la zootechnie, et puis évidemment les soins médicaux quand il y a besoin. Je suis aussi ce qu'on appelle le curateur. Alors, un curateur dans un zoo, c'est celui qui gère les mouvements d'animaux, en fait, les échanges d'animaux entre les différents parcs. Donc ceux qui vont partir et ceux qui vont arriver pour le parc. Donc ça c'est aussi une autre de mes fonctions. Et puis je suis aussi ce qu'on appelle capacitaire. Donc un capacitaire, c'est celui qui légalement est responsable de tout ce qui touche à l'animalier, donc dans un zoo, la sécurité, la pédagogie, la conservation et le bien-être animal. Bérénice, quelle formation principale avez-vous suivi pour exercer Donc la question c'est quel est votre animal préféré, Bérénice? D'accord. Sur le secteur ou d'un point de vue général? Sur le secteur, en tout cas, moi j'ai pas d'animal préféré. Tous les animaux sont sous ma responsabilité, celle de Cyril bien sûr au-dessus, mais pour le coup, il n'y a pas un animal avec lequel on est plus lié, on est attaché à tous et on essaie de profiter de chacun toute la journée. Donc non, j'ai pas d'animal préféré. Je vais rebondir sur ce que vous disiez par rapport au bien-être animal, parce qu'on a une question qui nous a été posée dans le public, en fait, d'Arnaud, qui disait, même s'ils sont parfaitement traités, n'allons-nous pas contre la nature même des animaux en les mettant en cage? Alors, la notion de captivité, évidemment, c'est le cœur effectivement
de cette problématique. Avons-nous le droit ou pas de mettre des animaux en captivité? Alors en fait, on peut digresser comme ça, effectivement, on peut en parler de manière très étendue. Voilà, pour la faire courte, parce que ça peut durer trop longtemps, parce que c'est presque philosophique en fait, hein, cette approche-là, notamment de la position de l'homme vis-à-vis de la nature. Il existe aujourd'hui une population qui est captive. Alors, je dirais que s'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir, elle a déjà été franchie. Donc, certains êtres humains, il y a plusieurs dizaines d'années, ont franchi cette ligne en décidant de mettre des animaux en captivité. Ces animaux, aujourd'hui, se reproduisent dans des conditions plus ou moins bonnes selon les établissements zoologiques, évidemment. Notre mission, c'est de nous occuper de ces animaux qui aujourd'hui sont issus, de ces animaux entre guillemets fondateurs, qui sont issus du milieu naturel et qui ont été au départ capturés pour être présentés au public, mais vraiment dans un cadre de présentation, ce qu'on appelait à l'époque une ménagerie, c'est-à-dire on montrait des animaux dans des cages. Et aujourd'hui, nous avons les descendants de ces fondateurs-là, qui ne sont plus des animaux qui ont été prélevés dans le milieu naturel, mais qui sont bien les descendants de ces animaux élevés en captivité. Donc nous, notre mission, c'est de faire en sorte que ces animaux continuent de se reproduire sainement, c'est-à-dire d'avoir une population qui est saine génétiquement parlant, pour pouvoir aussi faire en sorte qu'elle soit durable. Et puis ensuite aussi, il y a le facteur individuel, c'est que chaque animal qui est ici n'a pas demandé, évidemment, à être ici, il n'a pas demandé à être en zoo. Donc notre mission, c'est que cet animal soit le plus à l'aise possible, c'est la notion de bien-être animal, le plus confortable possible, et que nous puissions donc assouvir ses besoins aussi bien physiques, c'est la notion d'espace, la notion d'alimentation, ce sont les soins vétérinaires, que psychologiques. Donc c'est ce que nous faisons, l'enrichissement, la conception des bâtiments et les structures sociales animalières, donc la façon dont on va concevoir les groupes. Donc nous, ça c'est notre mission, de faire en sorte que ces animaux ensuite se sentent. Maintenant, sur la notion de captivité, elle est très vaste, parce que aujourd'hui, bien entendu, le lion n'a pas le choix d'être là, mais le cheval n'a pas le choix d'être dans un pré. La vache n'a pas le choix d'être dans une étable. Le chien n'a pas le choix d'être en laisse. Et le chat n'a pas le choix d'être en appartement. Donc c'est la position, et ça, je pense qu'il faut aussi se déconnecter du rapport historique par rapport à l'animal. C'est pas parce que l'animal a été domestiqué il y a plusieurs centaines de milliers d'années qu'aujourd'hui, il ne peut pas retourner à l'état sauvage. Un chien peut très bien retourner à l'état sauvage. Le cheval aussi, la vache aussi. Les exemples existent. Donc en fait, c'est le rapport de l'animal et de l'homme vis-à-vis de l'animal qui est ici en ligne de compte. Donc si on remet en question la captivité, il faut la prendre, je dirais, sur sa totalité, sur tout son spectre, y compris en considérant notre responsabilité vis-à-vis des animaux domestiques. Est-ce que malgré tout, on parle beaucoup du bien-être animal, même dans le débat public, est-ce que depuis que vous travaillez, par exemple, Bérénice, vous avez constaté des modifications justement dans le traitement des animaux, l'amélioration en fait Alors, moi pour le coup j'ai pas assez d'ancienneté, par contre pour avoir discuté plusieurs fois avec Cyril, qui est arrivé au zoo en 2001, lui a vu l'évolution, c'est-à-dire que moi je suis arrivée, on était déjà en train d'évoluer vers du mieux pour tous les animaux. Maintenant il y a encore des enclos qu'on va améliorer, ça c'est sûr, mais ne serait-ce que par la volonté chez nous en tout cas de même former correctement les soignants, de prendre des informations autour de nous, d'aller à des conférences, de nous renseigner. On est déjà dans une recherche d'amélioration perpétuelle. C'est une clé, enfin c'est vraiment une qualité nécessaire aux soignants, c'est la remise en question et la capacité à chercher toujours à aller vers le mieux. Maintenant, moi j'ai pas vraiment vu d'évolution, puisque je suis déjà dans la marge de l'évolution en fait. Mais c'est vrai que Cyril nous en a souvent parlé, effectivement, que quand il a appris, on n'était pas dans cette voie-là, et qu'on est déjà nous dans le train finalement. Ouais, c'est de toute manière la marche de l'histoire, c'est le sens de l'histoire. Donc il faut bien être conscient. Il y a encore quelques jours était diffusé sur Arte un documentaire sur la fin de la souffrance animale. Ça veut dire que effectivement, dans notre civilisation, aujourd'hui, dans notre société, ces questions du bien-être animal, que ce soit dans l'élevage, donc aujourd'hui pour les parcs zoologiques, puisqu'on est là pour parler des parcs zoologiques, est une question qui va finir par être centrale. Donc, et je dirais que presque c'est normal. Donc, bien entendu, nous avons tous d'autres soucis, d'autres problèmes que celle
du bien-être animal pour notre vie quotidienne. Néanmoins, l'être humain est un animal doué de conscience et il se pose ces questions-là, notamment vis-à-vis de l'animal. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, nous sommes tous conscients de notre responsabilité donc, et de la nécessité d'être les garants de ce bien-être animal. Et donc, en tout cas, c'est la direction absolue dans laquelle nous essayons de nous engager. Donc, Bérénice, quelles sont les tâches les plus compliquées dans votre métier? Pour le coup, je reviendrai au bien-être animal. Cette remise en question est perpétuelle. La prise de conscience de notre travail à nous, c'est vraiment s'assurer que nos animaux sont bien, que ce soit d'un point de vue physique, qu'ils se sentent bien, mais vraiment psychologique. C'est une grosse partie de notre travail et c'est pour moi la tâche la plus compliquée. S'assurer vraiment que chaque animal du secteur se porte bien dans tous les sens du terme. Bérénice, à partir de quel âge avez-vous découvert votre passion pour les animaux? C'est pas très... Enfin, c'est, je pense pour plein de personnes la même chose. Pour le coup, depuis toute petite, une passion pour les animaux, une passion pour la nature, d'un point de vue général, et cette envie de travailler auprès des animaux depuis toute petite. Quels sont les moments que vous préférez dans votre métier? Le moment où je vois les animaux s'épanouir, le moment où ils vont découvrir un enrichissement, le moment où ils découvrent un changement dans leur enclos, ou quand ils sont vraiment dans quelque chose qui leur appartient à eux, finalement, où nous, on n'a pas d'interférence, que ce soit la découverte d'un nouveau jouet, que ce soit un lien entre deux animaux qui ne sont pas vus depuis un certain temps. C'est vraiment quand ils sont dans leur état d'esprit à eux, en train de vivre un moment à eux. Et vous, Cyril, avec l'expérience que vous avez sur le zoo de la Flèche, est-ce qu'il y a des moments qui vous ont plus marqué? Les moments qui marquent le plus, c'est comme dans la vie en général, c'est les premières fois. Donc, j'ai notamment, quand j'ai débuté dans ce métier-là, je vais vous parler de 2 premières fois. La première, c'était le jour où je suis arrivé. On m'a signalé qu'il y avait un capybara. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un capybara, c'est le plus gros rongeur du monde, qui était malade et qu'il fallait s'occuper de lui. En fait, il avait un abcès. Et là, donc je me suis retrouvé avec mon premier patient, et je n'avais jamais soigné de capybara de ma vie. Et donc, voilà, j'avais tous les challenges que présente ma spécialité. C'est-à-dire que quand on va chez le vétérinaire, on met le chien sur la table, ou bien le cheval est tenu par le licol, etc. Et le capybara, lui, il ne monte pas sur la table, il ne se laisse pas tenir par un licol. Donc en fait, je me suis aperçu que dorénavant, il allait falloir que quasi systématiquement, j'endorme mes animaux, sauf maintenant, enfin, voilà, on a développé après plein d'autres techniques qui nous permettent d'éviter ça, mais que j'allais quasiment systématiquement avoir recours à des anesthésies pour soigner ne serait-ce que le premier petit bobo. Et c'était compliqué pour moi la première fois. La seconde chose qui m'avait beaucoup marqué, en fait, c'était peut-être dans les 10 premiers jours, la naissance d'un petit lama. Et donc j'ai un appel de mes soigneurs, c'était un vieux de la vieille, le soigneur qui était là et qui dit ouais, voilà, naissance de lama. Moi j'ai couru comme un malade pour aller voir dans la grange où étaient ces lamas, et je me souviens avoir crié au Toki, un lama qui est né, il y a un lama qui est né. Et en fait, tout le monde était blasé sur l'équipe, dans l'équipe, c'était tous des vieux soigneurs, ça n'intéressait personne. Et je me suis rendu compte que moi j'avais cette candeur et cet émerveillement que j'ai toujours d'ailleurs quand on a une naissance sur le parc. Et de voir voilà, ce premier bébé animal naître alors que je venais de débuter. Donc voilà. Après, j'ai eu plein d'autres moments, évidemment, dans ma profession, très, très marquants, jusqu'à encore très peu de temps où on revient avec Bérénice à d'une mission qu'on a fait ensemble à l'étranger et qui nous a tous les deux énormément marqués. Mais voilà, pour répondre comme ça, que ce soit des choses très simples, en fait, sur des événements marquants. Vous réalisez beaucoup de missions à l'étranger, ce qu'on parlait tout à l'heure de la translocation bonobo. En ce moment, il y a une saison dans la savane. Est-ce que ça fait partie de votre... est-ce que tous les ans, vous voyagez pour votre métier, Bérénice? Alors non, ça fait partie du très bon côté justement lié à l'arrivée des équipes de télé chez nous, puisqu'effectivement, ça nous a permis déjà de développer, grâce à l'accroissement notamment de visiteurs, on a pu réinjecter dans le parc, faire des améliorations encore une fois. Et on peut aussi maintenant, effectivement, grâce à l'équipe, partir
rencontrer, on va dire, en milieu naturel, des personnes qui sont acteurs pour une conservation en milieu naturel. Donc ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Et ça nous arrive de plus en plus régulièrement. Mais des fois, c'est juste à côté de chez nous, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup à faire, ne serait-ce qu'à côté de chez nous, pour la faune locale. Et c'est très très intéressant. Vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, d'actions locales, justement? Eh bien oui, parce que la dernière mission qu'on vient de faire avec les équipes du zoo, c'est pas la translocation des bonobos, c'était la visite des crapauducs. Qu'est-ce que c'est qu'un crapauduc? Un crapauduc, c'est comme un aqueduc, c'est-à-dire un aqueduc, c'est un pont qui permet donc de transporter de l'eau. Un crapauduc, c'est un pont qui permet de transporter des crapauds. Et en fait, ces crapauducs sont en fait des installations qui sont disposées sous la route pour permettre le passage de ce qu'on appelle la microfaune, tous ces petits animaux qui malheureusement sont écrasés par nos véhicules. Et il y a des endroits stratégiques, notamment dans notre région, à côté de la Flèche, où on a en fait des sites de reproduction extrêmement importants de batraciens, donc crapauds, grenouilles agiles, grenouilles rousses, mais aussi tritons palmés, tritons alcrètes. Et donc on est allé avec des acteurs de la conservation, qui protègent et qui suivent en fait ces populations. On est allé avec eux faire un recensement des animaux qui passaient sous ces crapauducs, donc au niveau du marais de Cré-sur-Loire. Et on a ensuite, ce même jour, lancé une campagne nationale depuis le zoo qui s'appelle Fréquence Grenouille, et qui est une campagne donc, qui est sur tout le territoire national, qui est une campagne de sensibilisation sur les amphibiens sur notre territoire national. Donc en fait, c'est chouette de parler des bonobos, c'est chouette d'aller voir les rhinos, mais effectivement, comme vient de le dire Bérénice, la conservation, ça débute juste en bas de chez soi. Et ce sont des sollicitations donc, qui viennent de l'extérieur en tant que soigneur, ou justement c'est lié à l'émission en fait, on vous sollicite pour venir filmer d'autres missions? En fait, on n'est pas sollicité forcément pour venir filmer, par exemple, quand on parle de cette opération, la fréquence grenouille, c'est pas quelque chose c'est pas une sollicitation pour être filmé. En revanche, il y a une répercussion, c'est un effet secondaire, entre guillemets, de cette notoriété, de cette médiatisation de notre activité. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, l'été dernier, j'ai souhaité emmener les équipes de France 4 sur des petites opérations de conservation de la biodiversité sur la faune locale, la faune française, pour notamment sortir des frontières du zoo et emmener les équipes. On a fait 3 opérations l'été dernier. On a fait une sur les serpents, large de la nature. On a fait une en Bretagne sur les phoques donc de mer d'Iroise. Et on a fait une 3e, pas très loin d'ici, donc sur le sonneur à ventre jaune, un petit crapaud dont l'aire de répartition limite occidentale ici est donc en Sarthe. Et pour ce faire, en fait, on est rentré en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de la Sarthe. Et il y a eu une telle répercussion de ce simple épisode sur le sonneur à ventre jaune que ça a mobilisé toutes les énergies des conservatoires des espaces naturels et des réserves naturelles de France pour se fédérer et lancer la campagne ensuite depuis le zoo. Voilà. Donc en fait, dans un tout petit événement, en fait, on a fait un événement national. Et ça, évidemment, c'était complètement inattendu. Mais c'est pour dire que les moindres petits gestes en termes de protection de la nature ou de sensibilisation peuvent avoir des répercussions énormes. Alors justement, on est dans le cadre aujourd'hui du Festival du Livre, on est jeunesse, donc avec des enfants, des enfants qui sont parmi nous. Est-ce que vous avez des choses à nous dire ou des choses qu'on pourrait mettre en pratique au quotidien pour la préservation des espèces? Choisir. Je peux dire à mon papa, ma maman, je ne veux pas de ce produit-là, je ne veux pas de ce gâteau-là. On va regarder ce qu'il y a dans l'étiquette, et moi je veux un produit qui n'a pas d'huile de palme. Parce que je ne veux pas qu'à cause de moi, on rase les forêts, et qu'à cause de moi, il n'y ait plus d'orang-outans sur Terre, il n'y ait plus de rhinocéros indiens, il n'y ait plus de gibbons. Et ça, ce pouvoir-là, vous l'avez, les enfants. C'est juste une question de volonté. Et toi, plus toi, plus toi, plus toi, c'est ça qui fait la différence. C'est ça surtout qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que tous ensemble, on est plus fort. Donc c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3, 5, etc. Parce que la somme de toutes nos énergies, c'est ça qui fait la différence. Donc ensemble, on peut envoyer un signal aux gens qui font des méfaits au niveau écologique, qui rasent les forêts. Et bien moi, vos produits ne m'intéressent pas. Même si vous mettez des produits, même si vous mettez du sucre pour m'attirer, mais moi j'en veux pas. Donc vous pouvez
à votre tour, être des héros de la nature en faisant ces choix forts. C'est fort comme choix. Parce que c'est un bulletin de vote, en fait. Quand on choisit de consommer ou de ne pas consommer, on vote, on décide. Même quand on a 6 ans, on décide. Donc ce pouvoir-là, vous l'avez. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 18 ans. C'est pas la peine. Tout de suite, vous pouvez l'utiliser. Alors, si vous voulez le faire, il n'appartient qu'à vous de le faire. Moi, je ne peux pas vous forcer. C'est votre responsabilité. Et quand on a 6 ans, on est capable de comprendre et d'entendre ce message-là. Quand on a 8 ans ou quand on a 10 ans. En tout cas, on ne vous forcera pas à le faire. C'est votre responsabilité. Donc voilà, pour moi, ça c'est ma réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre quotidien, pour justement aider la nature? C'est ça. C'est pas forcément s'engager et partir sauver le rhinocéros. Bien sûr qu'on peut le faire. C'est génial, c'est super. Mais ça nécessite du temps, ça nécessite des sous, ça nécessite de l'énergie. Mais on peut commencer par des toutes petites choses déjà chez soi. Alors tout à l'heure, il y avait un concert en début d'après-midi, et justement le chanteur nous encourageait à manger des insectes, justement pour lutter sur ça. Est-ce que vous avez déjà dans vos missions mangé des insectes? Moi non. Non, mais oui, évidemment, c'est un peu caricatural. Ce qui est évident, c'est que si on veut à un moment donné avoir une petite lueur d'espérance par rapport à la crise écologique que nous traversons, alors nous traversons une crise. Voilà. Elle est politique, elle est en voie en ce moment, elle est sociale, elle est économique et elle est écologique. Donc ça veut dire que tout est en train d'être mis en question. Donc, si on veut avoir une petite chance de s'en sortir, pour ce qui est de l'écologie, évidemment, il faut à un moment donné réfléchir à ce qu'on met dans notre assiette. Donc on vient d'en parler pour ce qui est de l'huile de palme, on peut aussi en parler pour ce qui est des protéines animales. Il faut savoir que la consommation de viande, notamment de viande de bœuf, est un des premiers facteurs de réchauffement climatique. Donc pourquoi? Parce que cette méthode d'élevage nécessite déjà une énorme quantité d'eau, une énorme quantité d'énergie, pour ne serait-ce que faire pousser ce que vont manger les vaches, les ruminants, que nous allons ensuite mettre dans notre assiette. Donc déjà, ça c'est extrêmement consommateur en termes d'énergie, d'eau, etc. Ensuite, voilà, pour nourrir un être humain, il y a aussi, je ne connais pas les chiffres précisément parce que je ne les ai pas en tête, mais voilà, on peut, avec 1 hectare de terrain, je vais vous dire, pour faire un ratio, entre des protéines végétales et des protéines animales, sur 1 hectare de terrain, vous allez nourrir avec des protéines végétales 100 êtres humains, et avec des protéines animales, 1 être humain. Donc voilà, on sait déjà que notre planète, nous vivons à crédit. Voilà, on sait que déjà au mois de juin, à peu près, on a dépassé les limites de ce que peut produire la Terre pour nourrir toute l'humanité. Donc notre humanité vit à crédit. Voilà, les 6 milliards d'êtres humains qui peuplent la Terre vivent à crédit sur la planète Terre. On sait que ce n'est pas soutenable. On sait que notre mode de consommation occidentale n'est pas soutenable. Donc déjà, nous, notre premier geste qu'on peut faire par rapport à cette petite remarque amusante sur le consommer des insectes, c'est de réduire notre consommation de protéines animales. Je ne vous demande pas de devenir tous végétariens, c'est pas du tout mon propos, c'est juste à un moment donné de réduire. Voilà, vous n'êtes pas obligé de manger de la viande midi et soir, vous pouvez manger du bœuf 1 fois par semaine, pour ceux qui veulent. Vous pouvez manger aussi de la volaille de louée, par exemple, si on veut soutenir l'économie locale. Mais voilà. C'est plutôt les vaches, je rappelle. C'est les vaches. Le plus gros abattoir de France, c'est D'accord. Bernard. Voilà. Et donc voilà, mais il faut savoir qu'effectivement, ce mode de consommation est extrêmement, si on le généralise à l'humanité en entier, n'est pas soutenable. Donc, manger des insectes, c'est qu'une petite solution, en tout cas pour effectivement trouver une autre forme de protéines. Mais une des choses qui est tout de suite à notre portée, plutôt que de modifier la source de protéines animales, c'est déjà peut-être de réduire notre consommation. Au niveau justement des changements climatiques, donc là peut-être sur l'émission à l'extérieur, mais peut-être aussi au niveau local, vous constatez les conséquences justement de ce changement climatique sur les animaux? Vous avez eu des cas concrets en fait? Alors oui, déjà 2 missions desquelles nous revenons et on voit ça tout de suite. La première donc, que vous venez de voir à la télévision, c'était une saison dans la savane. La Namibie traverse depuis 2 ans une période de sécheresse inédite et a
à tel point qu'aujourd'hui, on est obligé de nourrir les animaux avec des fourrages, avec des granulés, et de leur apporter de l'eau. La Namibie donc, traverse effectivement l'Afrique australe de manière générale, traverse une période de sécheresse critique et attend la pluie. Voilà. La deuxième, et donc on en revient avec Bérénice, nous étions donc le mois dernier en Polynésie française. C'est chouette, hein, c'est super la carte postale. Et une de nos missions, c'était effectivement aussi de faire ce qu'on appelle le reef check. Le reef check, c'est quoi? C'est de faire une sorte de contrôle de l'état de santé des massifs coralliens. Et ces massifs coralliens meurent. Et une des raisons de cette mortalité, c'est le réchauffement climatique. Le blanchiment des coraux est lié pour partie au réchauffement climatique, parce que 1 degré d'élévation de température suffit à tuer le corail, ou bien le phénomène, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans, lié aussi au réchauffement climatique, qui contribue lui aussi à tuer le corail. Donc oui, on a déjà vu des conséquences de ce réchauffement. Je propose qu'on fasse un petit peu participer le public, parce que c'est vrai qu'on avait certaines de vos questions. Donc il y a 2 micros à votre disposition. Donc je ne sais pas si vous avez, nous on a d'autres questions, hein, mais est-ce que vous de votre côté vous avez des questions? Il n'y a pas forcément d'ailleurs besoin de micros. D'accord. Bon, je vais reprendre des questions. En fait, ça passe, s'il y a une personne qui coordonne la liquidation judiciaire du parc zoologique pour ensuite placer les animaux dans différents établissements zoologiques. En général, on essaye effectivement d'éviter de casser les structures sociales. Tout dépend des capacités d'accueil des différents parcs qui vont aller chercher les animaux issus de l'établissement zoologique. Cyril, pour toi, quel animal a été le plus dur à soigner? Ok. De manière un peu générale, les animaux qui sont souvent les plus complexes à gérer et à soigner sont les oiseaux. Ce sont des animaux qui sont souvent extrêmement compliqués à gérer et à soigner pour plein de raisons dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais les challenges, les plus gros challenges que j'ai pu avoir voilà, en termes de soins sont ceux-là. Ensuite, j'ai eu ponctuellement des cas, en jargon médical on appelle des cas cliniques, des cas très compliqués pour lesquels d'ailleurs on n'a jamais trouvé la solution. Voilà. On n'a jamais trouvé la solution, y compris malgré des tonnes d'analyses qu'on a pu faire, on n'a jamais trouvé ce qui se passait. Donc ça, ce sont des cas complexes, quoi, pour lesquels malheureusement je n'ai eu, et qui sont parfois malheureusement soldés dramatiquement par le décès de l'animal, et sur lesquels j'ai jamais eu la réponse. Je pense par la Oasie, notre petite femelle pandarou qu'on a perdue il y a quelques années, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Jamais. Merci. Vous, Bérénice, quel est l'animal le plus compliqué que vous ayez à gérer? Pour le coup, on a perdu plusieurs animaux sur le secteur. Moi, Oasis, c'est un cas qui reste marquant, parce qu'effectivement, on a senti qu'il y avait quelque chose sur cet individu, on a senti qu'il se passait quelque chose, mais j'avais pas de matière à donner à Cyril, en fait. Donc pour lui, pour comprendre ce qui se passait, c'était compliqué. J'avais juste mon ressenti, le fait de lui dire « Non, moi je vois quelque chose, mais je ne pourrais pas te dire quoi ». Et puis on a vu un état se dégrader, on a vu un problème à l'œil survenir, on a vu, voilà, ça s'est vraiment dégradé rapidement. Et finalement, comme dit Cyril, on a tenté plein de choses pour elle. Ça a duré quasiment 15 jours et effectivement, ça s'est soldé par un échec, mais pour autant, on a fait ce qu'il fallait, on a fait de notre mieux, ça c'est sûr. J'ai vu aussi en allant au zoo que les ours polaires c'était un animal sur lequel en fait il y avait besoin de beaucoup d'actions au jour le jour. Est-ce qu'il y a d'autres animaux comme l'ours polaire qui finalement ont du mal avec qui tournent fou un peu? C'est ce qu'on dit pour les ours polaires quand ils restent en captivité? Oui, alors c'est ce qu'on appelle les comportements stéréotypés. Alors les comportements stéréotypés, tout le monde en a.
Oui, vous ne le savez pas, mais parce que vous ne vous en rendez pas compte. Mais voilà, vous avez tous des comportements stéréotypés dans lesquels vous vous réfugiez à partir du moment où vous êtes dans un état de stress. Le stress, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Hein. Le stress, c'est un état, sans jugement de valeur. Et nos ours polaires, effectivement, lorsqu'ils rentrent dans un état de stress, eux manifestent cet état de stress par des comportements stéréotypés, qui sont souvent des comportements, effectivement, locomoteurs. Vous avez des êtres humains qui vont se ronger les dents, qui vont se les doigts, voilà, ou qui vont se gratter. Bon, ça, c'est de la stéréotypie. C'est lié à un état de stress, mais on ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient de ça. Les animaux vont se réfugier dans ce type de comportement pour se déconnecter de cet état de stress. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte, d'abord, de comprendre d'où vient le stress, et d'apporter les réponses appropriées. C'est quelque chose qui est permanent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais la solution définitive. On est toujours, on travaille permanent avec ces animaux pour apporter la meilleure réponse qu'on peut. Et ces réponses, elles vont continuer à évoluer. L'année prochaine, si tout va bien, on va d'ailleurs faire une énorme modification sur l'environnement polaire pour à nouveau apporter des modifications supplémentaires. Donc, bien sûr que nous sommes conscients de ça. C'est quelque chose qui existe dans le milieu animal, qui existe même chez les êtres humains, mais aussi chez des animaux de compagnie. Donc voilà. Évidemment, chez un ours polaire, ça se voit tout de suite. C'est sûr qu'évidemment, ça peut choquer. Mais voilà, l'animal en lui-même n'est pas maltraité, n'est pas malheureux. C'est juste pour lui, à un moment donné, de se mettre dans une sorte de bulle qui lui permet de se déconnecter de cet état de stress. Ensuite, notamment chez Taiko, il y a un autre problème qui est celui d'un hyper-attachement en fait, aux soigneurs animaliers et sur lequel on essaie de travailler. Et ce qui fait que Taiko est toujours dans une zone, en fait, pour qu'il puisse tout le temps avoir un œil sur les allées et venues du secteur. Et donc il tourne dans cette zone-là en attendant de voir les soigneurs sortir. Voilà, à partir du moment où on a les éléments qui permettent de comprendre ça, on peut effectivement modifier un petit peu la façon dont on perçoit ce type de comportement, qui, je comprends, effectivement peut être un peu perturbant quand on le voit sans explication. Alors, on a une question de Yuna qui disait quel est l'animal le plus dangereux du zoo. Alors, l'animal le plus dangereux du zoo, c'est l'être humain. C'est lui qui cause le plus de morts et d'accidents sur la planète et de désastres sur la planète. C'est lui l'animal le plus dangereux sur le zoo. Mis à part cette petite aparté, on considère qu'on a une dizaine d'animaux extrêmement dangereux sur le parc. Donc c'est nous ce qu'on appelle les grands fauves, donc les lions, les tigres, les panthères, les ours polaires, les ours grizzly, les éléphants d'Afrique, les hippopotames et les chimpanzés. Voilà, ce sont les animaux que nous considérons les plus dangereux, c'est-à-dire qui sont capables de tuer un être humain. Donc la question c'était, est-ce que vous restez, pour ceux qui sont derrière, est-ce que vous restez beaucoup au zoo ou est-ce que vous faites beaucoup de voyages? L'essentiel de mon travail est au zoo. Après on fait quelques voyages, soit pour, parce qu'on vient de dire, les missions de conservation à droite et à gauche, et puis quelques conférences ou quelques congrès à droite et à gauche, mais sinon l'essentiel de mon travail est au zoo. Une question là. Est-ce qu'il y a un autre vétérinaire qui le remplace lorsqu'il part? Alors oui, lorsque c'est possible, c'est pas toujours le cas, et quand j'ai pas de vétérinaire qui me remplace à temps plein, j'ai des confrères en fait qui sont des vétérinaires itinérants, notamment un confrère qui est basé à Nantes et qui est disponible en fait à partir du moment où on a un souci sur le parc, je ne suis pas là, qui vient dans la journée en fait immédiatement, et qui est quelqu'un qui est extrêmement compétent pour gérer tous les animaux du parc. Pourquoi les lions ont une crinière? Alors, pourquoi les lions? Alors, en fait, il ne faut pas qu'on raisonne comme ça. En fait, on ne se dit pas pourquoi le lion a une crinière, pourquoi
tu vois, c'est pas comme ça qu'on peut raisonner. Le lion mâle a une crinière. C'est ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire. Ça veut dire que le mâle se distingue des femelles grâce à cette crinière. Alors après, plus la crinière est épaisse, plus elle est imposante, plus on estime que le mâle en lui-même est un bon et gros reproducteur et plus il en impose. Et cette crinière en elle-même n'a pas de rôle biologique, hormis le fait de distinguer le mâle de la femelle. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Dans votre carrière de soigneur ou de vétérinaire, quelle est la chose la plus difficile que vous ayez dû faire? Alors moi, pour le coup, ce sera de dire au revoir à notre ancien mâle polaire qu'on avait. On a perdu notre mâle polaire, il avait quasiment une trentaine d'années, donc il était en fin de vie. Et ça reste pour moi une des étapes les plus compliquées. Alors oui, effectivement, comme le dit Bérénice, les euthanasies, notamment, puisque c'est de ça dont il s'agit, sont toujours des moments difficiles, notamment pour notre équipe, parce qu'en fait, les animaux du parc sont des animaux que nous côtoyons tous les jours. Je ne sais pas si toi, à la maison, tu as un chien ou tu as un chat, tu vois, tu as des animaux, et tous les jours, tu vis avec. Et nous, nos animaux sur le parc, tous les jours, nous vivons avec. Donc effectivement, il y a un lien s'établit avec ces animaux, même si nous savons qu'à un moment donné, ce lien va se terminer, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et que nous vivons avec des animaux qui ont une espérance de vie qui est beaucoup plus brève que celle de l'être humain. Voilà, un ours vit une trentaine d'années, un fennec va vivre une dizaine d'années, par exemple, tu vois. Et puis des petits lézards ou des petits iguanes, que par exemple Aurore adore, vont vivre 2-3 ans. Donc on sait qu'à un moment donné, l'histoire va s'achever, va se tourner. Et ces moments-là sont toujours difficiles. Donc on sait, on essaye évidemment de préserver, mais voilà, le jour où on perd un animal, et où on doit effectivement faire ce geste, le geste médical de l'euthanasie par exemple, c'est toujours un moment difficile, un moment qui est chargé. On le fait parce que, voilà, en général, on sait que c'est pour le bien, entre guillemets, de l'animal, pour abréger notamment une souffrance, ou pour mettre fin à une vie qui n'est plus digne d'être vécue. Voilà, ce sont toujours des moments qui sont difficiles. Et pour ceux qui veulent s'engager sur cette voie-là, celle de vétérinaire ou celle de soigneur, il faut savoir voilà, qu'on est confronté à la vie, à la naissance, à ces moments de joie, mais aussi à la mort, à la fin de ces histoires. Il faut être préparé à ça. Alors la question c'est est-ce que c'est dur de travailler avec les otaries? Donc non, nous on a un groupe qui est quand même très sympa, donc on a 4 mâles, donc on a un groupe qui est quand même très facile à travailler, même s'ils ont chacun leur individualité, chacun son caractère, et que les jours où ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc à nous de nous adapter, à nous de faire en sorte que la journée se passe bien quand même. C'est quand même assez rare que les 4 en même temps soient de caractère de cochon, donc pour le coup, généralement c'est chacun leur tour, mais non, c'est pas si compliqué que ça. Est-ce que quand un animal part du zoo, vous essayez de garder contact avec leur nouveau? Alors, ouais. Donc là, en fait, quand un animal va partir, généralement, on essaie d'établir déjà le lien avec les soigneurs du parc vers lequel va aller l'animal. Quand ils viennent chercher l'animal, du coup, de chez nous, on échange généralement tout ce qui va nous permettre de garder un contact derrière. Et puis, on aime bien envoyer une petite photo de l'animal une fois qu'il est dans son enclos. Donc, on reçoit des nouvelles de nos animaux une fois qu'ils sont partis. Oui. C'est notre quotidien, en fait. Toute l'année, on a des échanges, des animaux qui vont partir et puis d'autres qui vont arriver.